Bon, peut-être que vous trouvez qu'on parle déjà trop d'IA. Moi, je crains qu'on n'en parle pas assez. L'actualité est démentielle à ce niveau-là. Et bon, il y a des news qui sortent toutes les semaines. J'enregistre ça en début avril 2023. Et des tas de choses que je vais évoquer dans les semaines qui viennent seront vite obsolètes sans doute. Mais bon, moi qui viens du développement web, mais qui est plutôt maintenant dans la formation et dans l'assistance aux personnes qui ont besoin d'aide dans tout ce qui est numérique. Bah, ça me semble important de suivre un peu tout ce qui se fait. Donc c'est aussi pour moi que je commence ces vidéos de veille sur tout ce qui est IA. Mais ça, je me dis que ça peut servir à d'autres. Donc je vais m'enregistrer en train de lire des news et commenter des news. On verra ce que ça donne. Je pense même faire deux chaînes, mais celle-ci, la première, est plutôt consacrée à l'IA en lien avec aussi la créativité et la place qu'on peut trouver en tant qu'humain dans un monde qui change beaucoup sur ces points-là. Et je pense que ça mérite de faire une deuxième chaîne plus pour les côtés cybersécurité en lien avec l'IA, l'OSINT aussi, l'Open Source Intelligence, mais je ne veux pas tout mélanger, donc ce sera encore autre chose. Parce que donc j'ai été programmeur, je suis maintenant plutôt formateur, mais à côté de ça, je suis aussi auteur, scénariste, ou je pratique pas mal d'activités autour de la créativité, etc. Donc bah, ces sujets-là m'intéressent. J'ai pas mal d'amis qui sont dans les domaines de l'illustration. Donc forcément, tout ce qui est mid-journée, Stable Diffusion, ça les touche. Certains sont foncièrement contre, d'autres trouvent ça cool et considèrent que c'est un outil supplémentaire sympa. Wow. Mon but, ça va vraiment pas être de dire c'est bien ou c'est pas bien, hein. Enfin, mais plutôt d'observer ce qui se passe, de voir un peu les outils potentiels qu'on peut utiliser. Enfin, je n'irai peut-être pas dans les trucs où l'éthique est la plus discutable, mais en tout cas, oh, AGI, can you feel me? On va voir petit à petit. De toute façon, la voix de cette chaîne va s'affiner avec le temps, je pense. Mais je vais commencer par lire cet article d'Hacker-Noon, là, un petit bout en tout cas. Êtes-vous amélioré? Une histoire sur l'IA et la vie dans un futur proche. Donc ça démarre par une toute petite nouvelle, hein. Ça sera assez rapide. Tom était nerveux. Le jour était enfin arrivé, le jour qui pourrait changer sa vie pour toujours. Il se préparait pour cet entretien d'embauche depuis des semaines, faisant des recherches méticuleuses sur l'entreprise et l'industrie. Il s'est entraîné à répondre aux questions d'entrevue courantes et à même répéter quelques anecdotes pour mettre en valeur sa personnalité. Malgré sa préparation diligente, un sentiment persistant de malaise le rongeait. Il ne pouvait pas identifier la raison de son anxiété. Tom avait généralement confiance en ses capacités, mais cette fois, quelque chose était différent. Au cours de sa routine matinale, il a essayé de chasser le malaise de son esprit. Il prit une profonde inspiration, regarda son reflet dans le miroir et répéta son mantra personnel. Je suis capable, je suis confiant, je suis prêt. Le siège social de l'entreprise était un impressionnant bâtiment couvert de verre qui semblait scintiller au soleil. Alors que Tom s'approchait, il ne put s'empêcher de s'émerveiller devant la structure. C'était comme s'il marchait dans le futur. Il prit une autre profonde inspiration et ouvrit les grandes portes vitrées. À l'intérieur, le hall était moderne et élégant. La fraîcheur de la climatisation et le faible bourdonnement des conversations lointaines procuraient une sensation de calme. Il s'est enregistré à la réception, qui était tenue par une femme sympathique qui lui a souhaité bonne chance. Un doux carillon de sa montre connectée lui a dit qu'il avait reçu un badge visiteur électronique, et il a été dirigé vers les ascenseurs. Alors que Tom montait dans l'ascenseur, il ne put s'empêcher de remarquer que tout le monde semblait être engagé dans des conversations intéressantes ou absorbé par son travail. Il ressentit une pointe de désir de faire part de ce monde, d'être immergé dans quelque chose d'aussi innovant et excitant. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 42e étage, il a été accueilli par une réceptionniste qui l'a conduit dans une salle de conférence spacieuse avec des baies vitrées. La vue était à couper le souffle, mais Tom eut à peine le temps de l'admirer avant que la porte ne s'ouvre à nouveau et que l'intervieweuse, une femme d'âge moyen au sourire chaleureux, entre dans la pièce. Allô Tom, je suis Diana, la responsable du recrutement. C'est un plaisir de vous rencontrer, dit-elle alors qu'il se serrait la main.
Tout au long de l'entretien, Tom fait de son mieux pour mettre en valeur ses compétences, ses connaissances et son expérience. Il pouvait dire que Diana était impressionnée, mais il y avait quelque chose dans son comportement qui lui donnait l'impression qu'elle se retenait. Alors qu'ils approchaient de la fin de la conversation, elle lui a posé une série de questions standards sur son éthique de travail, ses capacités à résoudre des problèmes et comment il gérerait des difficultés hypothétiques. Puis Diana s'arrêta, le regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude et dit: Oh, juste une dernière question, qui est la procédure standard. Elle hésita un instant, comme si elle ne savait pas comment la formuler, puis finalement a demandé: Êtes-vous amélioré? Le cœur de Tom se serra. Il savait que cette question allait venir, mais il avait espéré que sa performance lors de l'entretien suffirait à éclipser tout doute sur ses capacités. Il a pris une profonde inspiration et a répondu sincèrement: Non, je ne suis pas amélioré. Diana hocha la tête, son expression indéchiffrable. Merci pour votre honnêteté, Tom. Nous serons en contact. Et là, on peut supposer que dans cette histoire, Tom n'est pas rappelé pour travailler dans cette entreprise. L'article renvoie sur la dernière question, une nouvelle écrite par Isaac Asimov il y a bien longtemps déjà, qui là est en version anglaise, mais peut-être que je lirai parfois des... Ça peut être sympa d'aller piocher dans ce que Asimov et d'autres auteurs du passé avaient à dire sur ce genre de questions. Bon, d'après l'auteur, hein, Andrew Redican, euh, bah, c'est le futur qui nous attend. Un futur où si on n'est pas amélioré par les IA, on n'a plus trop de place dans le marché du travail et compagnie. C'est d'ailleurs avec l'aide de l'IA ChatGPT que l'auteur a réalisé cette histoire. Alors j'écris des histoires de mon côté, entre autres des scénarios de jeux de rôle ou des livres dont vous êtes les rôles, mais pour l'instant, je n'utilise pas ChatGPT pour l'écriture à proprement parler, mais je m'autorise à l'utiliser pour m'aider à la programmation de certains effets spéciaux ou quoi. Parce qu'en fait, peut-être avez-vous remarqué que dans ce texte, alors qui est traduit sur ce site HackerNoon, on a une sorte de traduction directement disponible sur le site, mais qui est faite, je pense, quand même par justement soit par DeepL, soit par Google Translate ou je sais pas quoi, mais les concordances des temps sont pas dingues, le style est un peu dégradé. Et quand même, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'espère que, que la différence peut encore se faire un peu à ce niveau-là. Bon. Pour l'instant, les IA sont encore un peu perfectibles au niveau du style et de pas mal de petites affaires. Donc le temps qu'on trouve notre nouvelle place dans ce monde soumis à de nombreux changements, bon, on peut essayer de jouer sur ces petits détails, mais enfin, ça a été très discuté au niveau des images qui sont arrivées avec Midjourney, version 5 maintenant, qui a réglé, enfin, qui n'a pas tout à fait réglé, mais en partie réglé le fameux problème des mains avec 40 milliards de doigts. Tout va tellement vite que on peut supposer quand même que dans quelques années, aussi bien les images que les textes soient quand même très convaincants et à des niveaux équivalents à ce que pourraient faire des humains et souvent meilleurs, quoi. D'où d'autres articles qui peuvent être intéressants. Alors, ça fait quelques jours que je me suis posé, enfin quelques jours, quelques semaines et quelques mois comme tout le monde, mais sur un de mes sites, je me suis posé cette question, l'IA ou le chant du cygne, qui, malgré son titre, est pas forcément tellement pessimiste comme article, mais qui pose la question, qui est la question que je me pose maintenant, c'est comment encore trouver du plaisir à créer dans quelques années quand tout sera fait avec quelques prompts, quelques clics, ou même en parlant, enfin, parce que là on est encore en train de taper à nos IA, mais on peut déjà faire des interfaces vocales. Donc en gros, dans quelques années, on peut supposer que nous pourrons discuter avec des assistants et assistantes virtuelles qui pourront créer plein de choses pour nous. Et alors, je me fais pas de soucis pour l'art en général. Enfin, je pense que l'humanité trouvera toujours de quoi créer et de quoi repousser des frontières, hein.
Mais sous quelle forme, à quel point, pour combien de personnes, pour quel un pourcentage de la population? Il y a plein de questions qui restent quand même un peu compliquées, hein. Là, je prenais l'exemple des échecs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les échecs ont été résolus plus ou moins, enfin, en tout cas, les ordinateurs depuis longtemps, c'est bien connu, ont surpassé le niveau des meilleurs joueurs humains et pourtant, bah, l'humanité continue de jouer aux échecs, peut-être même plus que jamais grâce à Internet qui a popularisé un peu tout ça. Et les gens qui ont un bon niveau maintenant se servent tout simplement des IA pour analyser quel est le meilleur coup dans telle ou telle situation, etc., etc. Donc c'est redevenu une lutte contre soi-même et contre d'autres humains. Et l'objectif, c'est un peu décalé. L'objectif n'est plus d'être la meilleure intelligence sur Terre à jouer aux échecs, mais d'être le meilleur humain à jouer aux échecs, si on veut vraiment gravir les échelons. Ou au moins, et c'est comme ça que personnellement j'aborde un peu les échecs, parce que je joue un tout petit peu, plutôt à apprendre à mieux gérer sa propre attention, ses propres biais, etc. Donc, progresser aux échecs, c'est avant tout, dans un premier temps en tout cas, éviter certaines erreurs un peu idiotes, quoi. Après, bon, quand on arrive beaucoup plus loin, ça relève plutôt dans le fait de prévoir X coups à l'avance et de lire dans la psychologie de l'adversaire, mais c'est bien loin de mon niveau. Et donc, l'humanité durant l'âge de l'intelligence artificielle. Un chemin vers un protocole voilà, en gros, de contrôle des identités. Enfin, je vais simplifier un peu parce que les termes, il y a des termes là un peu nouveaux, il me semble, en anglais, que je ne suis pas sûr qu'on ait des équivalents français. Alors, on peut trouver, on va pouvoir traduire en français, ce sera un peu plus facile de dire ça euh, plutôt que de faire une traduction à la volée, mais il y a un terme, alors il y a des termes quand même importants, hein. Donc, LLM, le Large Language Model, ça, on en parle souvent en ce moment, c'est ChatGPT rentre là-dedans, ce sont les langages basés sur une production langagière, enfin les moteurs basés sur une langagière. GPT 3.5 était déjà performant, mais le 4 l'est beaucoup plus. Et en passant, d'ailleurs, je voudrais parler un peu de la vidéo de Defecator. J'aime beaucoup, hein, Defecator et la chaîne qu'il anime par rapport à un esprit sceptique et voilà, qui dénonce les fakes de toutes sortes. Et il avait fait une vidéo pour réagir à la grosse popularité de ChatGPT dans laquelle tout le monde commençait à lui prêter des vertus incroyables. Et c'est vrai qu'il fallait peut-être retomber un peu sur terre, mais je trouve qu'il a donné un coup de bâton un peu trop fort en faisant passer ces IA pour des trucs vraiment idiots, alors que même si elles sont capables de produire des sorties pas toujours justes, et c'est vrai que c'est grave, il ne faut pas prendre ce que ces IA disent pour argent comptant, elles ont quand même des facultés de compréhension qui sont impressionnantes. Je ferai une vidéo prochainement sur un papier de recherche qui parle de ça, qui donne des exemples en fait de situations dans lesquelles on a mis ces IA pour évaluer leur compréhension de certaines situations un peu complexes. Et justement, entre la 3.5 et la 4, déjà, on voit pas mal d'évolution. Là, sur ce graphique, on voit les résultats obtenus à des examens qui sont en général effectués par des humains, hein. Donc là, les résultats obtenus par GPT 3.5 qui ont été largement améliorés avec la version 4. Bon, en, ça a été beaucoup mentionné au niveau des news ouais, au niveau du droit, pour les examens d'avocat, de la 3.5 à la 4, les résultats ont énormément augmenté. Mais bon, ça va continuer, alors même si à l'heure où j'enregistre tout ça, il y a eu cet appel, hein, je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, cet appel à arrêter le développement des IA pendant 6 mois par toute une série de signataires, dont le fameux Elon Musk. Euh, enfin, je pense pas que cette pause aura lieu, mais qu'elle ait lieu ou pas, on peut quand même supposer que dans moins de 3 ans, il y a encore des sacrées évolutions là-dedans. Est-ce qu'on parle de courbe exponentielle? Je pense pas, on verra, mais bon, tout est possible. Ça devient très difficile de prévoir, de prévoir l'avenir, là. C'est de plus en plus compliqué, je trouve. Et oui, je restais un peu sur la version anglaise pour arriver à ce terme-là. Cet article utilise beaucoup le terme POP, Proof
of personhood, euh, dans le sens où bientôt, ça va être très facile de créer des IA qui ont leur propre pseudo-personnalité, ou simplement utiliser des IA pour créer plein de faux comptes sur les réseaux sociaux, etc. Et il pourrait être de plus en plus important de prouver en ligne notre identité, mais notre identité en tant que personne humaine. C'est ça, c'est ça qui risque d'être un nouvel enjeu bientôt. Euh, voilà, donc l'idée, ça va être un peu ça. Je vais passer en mode traduit quand même, même si ces traductions ne sont pas forcément parfaites. Ah oui, j'ai pas parlé de AGI et AGI. Le terme d'intelligence artificielle générale, ça désigne une IA qui peut répondre à toutes sortes de questions, comme on le ferait un peu avec un humain. Je dis pas une IA qui aurait réponse à tout, mais qui pourrait en tout cas raisonner sur tout un tas de sujets. À la différence de Midjourney, par exemple, qui va juste dessiner, une AGI pourrait. C'est c'est pas encore non plus le cas de ChatGPT, qui a quand même ses limites. Mais dans l'article scientifique dont je parlais tout à l'heure et que je lirai plus tard, les chercheurs trouvent des étincelles d'AGI dans ChatGPT. Alors c'est encore à dissocier de la conscience, hein. Une AGI serait une intelligence très puissante qui pourrait nous aider sur plein de sujets, mais ça n'implique pas forcément une conscience d'elle-même. Donc le besoin de preuve de la personnalité, l'IA générative avancée, je pense que c'est pénible, hein. Hop. Ouais, c'est bon. Sibyl Attacks, je suis allé chercher déjà l'article Wikipédia à côté en français, donc on va pouvoir en discuter un peu. L'IA générative avancée introduit le besoin de deux mécanismes pour améliorer l'équité en ligne, l'interaction sociale et la confiance. Premièrement, limiter le nombre de comptes que chaque individu peut créer pour se protéger contre les attaques Sibyl. Alors je ne connaissais pas ce terme, mais ça désigne une attaque au sein d'un système de réputation qui est renversé par la création de fausses identités dans un réseau informatique pair à pair. L'idée, enfin autant lire aussi l'origine, ça peut être intéressant. Cette attaque a été nommée en référence au sujet du livre Sibyl, qui traite du cas d'étude d'une femme diagnostiquée d'un trouble dissociatif de l'identité. Le nom a été suggéré avant 2002 par Brian Zill à la Microsoft Research. Le terme leurre d'identité a été auparavant utilisé par Dead Veller sur la liste de diffusion Cypherpunk et utilisé dans la littérature des systèmes pair à pair pour désigner le même type d'attaque avant 2002. Donc ça s'appelait leurre d'identité à une époque, et maintenant on parle plutôt d'attaque Sibyl en référence juste à un livre qui a été la cible de tout ça. Et au cours d'une attaque Sibyl, l'attaquant contourne le système de réputation d'un réseau pair à pair en créant une grande quantité d'identités et en les utilisant pour avoir une influence disproportionnée. Bon, quand on parle de réseau pair à pair, là en l'occurrence, je pense qu'il est juste question de. Enfin, ça dépend. Souvent le peer-to-peer, ça désigne tout ce qui est. On en parle plutôt pour le torrent ou les services de fichiers d'échange de ce type. Mais ça peut être des. Il y a PeerTube qui est une alternative à YouTube en décentralisé et qui repose sur ce type de réseau aussi. Mais là, je pense que c'est même plus général que ça. Une attaque civile, ça peut concerner les réseaux qui, d'une certaine manière, on pourrait appeler ça du pair à pair, je pense. Euh, Même un réseau du type, qu'on appelle ça, Google by Business ou Facebook. Enfin, Facebook, il n'y a pas tellement cet aspect-là, mais tous les systèmes où on se met des notes bah, peuvent être la victime d'une masse de comptes qui vont être créés pour donner des mauvaises notes ou des bonnes notes à telle ou telle entité, quoi. Je pense qu'on peut généraliser. Je ne sais pas si c'est exactement ça que ça recouvre ici, mais en tout cas, ça fait partie des problématiques qui vont être de plus en plus difficiles à gérer à l'avenir avec ces IA qui nous aident à créer des tas de codes et d'entités de plus en plus facilement. Donc la vulnérabilité à une attaque civile d'un système de réputation dépend de la facilité de génération de nouvelles identités, de la facilité du système de réputation à accepter l'entrée d'entités n'ayant pas de lien de confiance avec des identités de confiance.
Donc c'est vrai que si on tamponne, si chaque personne est introduite par une autre personne de confiance, ça limite les risques, mais c'est pas toujours le cas. De la facilité du système de réputation, ça j'ai lu, et si le système de réputation traite toutes les entités de manière identique. Depuis 2012, des preuves montrent que les attaques civiles de grande échelle peuvent être effectuées à faible coût et de manière efficace sur des systèmes tels que la principale table de hachage distribuée du protocole BitTorrent. Là, on est vraiment, ouais, là, ça parle vraiment comme des peer-to-peer un peu classiques. Mais c'est une problématique, je pense, qui va encore plus se poser sur les réseaux sociaux, les boutiques marchandes aussi, sur lesquelles on met des notes et tout, quoi. Alors, comme c'est précisé, ça existe depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau les attaques civiles, mais ça va être facilité à l'avenir, et donc il va falloir de plus en plus pouvoir prouver que nous sommes des humains et des humaines. Cela est particulièrement pertinent pour permettre une gouvernance numérique et décentralisée et distribuer équitablement des ressources rares comme le revenu de base universel, la protection sociale et les subventions. Bon, ça, ce sont des potentiels besoins futurs qui sont à discuter et pour lesquels il n'y a pas encore beaucoup de progression, mais il faudra voir quels sont les meilleurs chemins à prendre. Mais c'est vrai qu'avec la disparition de beaucoup de métiers, enfin, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quand même, économiquement, il va y avoir des changements sans doute. Donc une certaine forme de revenu de base pourrait peut-être se justifier, mais suivant qui le met en place, ça n'aura pas la même gueule. Ensuite, donc on revient donc, au fait que les IA, premier point, nous oblige à limiter le nombre de comptes que chaque individu peut créer pour se protéger des attaques civiles. Ok. Deuxième point, autre besoin, empêcher la diffusion de contenu généré par l'IA qui est pratiquement impossible à distinguer du contenu créé par l'homme pour tromper ou diffuser la désinformation à grande échelle. Alors, pour parler aussi de l'aspect artistique, hein, qui est un des axes que je me propose d'approfondir hein, dans cette chaîne. Alors c'est vrai que la désinformation, ça va être de plus en plus compliqué de démêler le vrai du faux. Hein, maintenant qu'en plus les photos et les vidéos permettent de donner des images très crédibles et qui sont complètement fausses. Bah, il y a aussi d'autres. Alors, au niveau du style des créations textuelles, on risque d'avoir une sorte d'aplanissement. Enfin, plus les gens vont utiliser ces IA pour générer du texte, plus on pourrait avoir des tas d'écrits qui vont avoir un style qui va pas forcément s'appauvrir, mais en tout cas se ressembler. Bien que on peut tout à fait demander à ces IA de s'inspirer de certains courants artistiques où on peut rajouter de la fantaisie et de la folie. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rués sur ces outils pour, après la sortie de tel IA, en une semaine, envoyer vite des bouquins faits à l'arrache sur Amazon KDP ou ce genre de choses. Euh, bon, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la littérature d'un point de vue global? Il y avait aussi une, une maison d'édition américaine, je retrouverai l'info, c'est pas le sujet précisément du jour, mais une maison d'édition américaine qui d'habitude recevait des manuscrits qu'elle pouvait traiter hein, et qui après l'arrivée de ces IA a reçu tellement de nouveaux textes en grand nombre qu'elle ne savait plus gérer et c'est une maison d'édition qui se retrouve dans l'embarras à ne plus avoir les ressources pour faire facilement le tri entre ce qui a été fait par des humains ou ce qui a été fait par des IA. Et à la limite, même si cette distinction a encore du sens pour peu de temps, bientôt elle aura plus de sens du tout. Enfin, je ne suis pas sûr que dans 5 ans, il y aura sans doute des gens qui vont se revendiquer d'un label bio 100% fait par des humains. Hein. Ça va sûrement exister, ce genre de courant, mais vu que ça sera très difficile à différencier dans de nombreux cas, au final, ça semble un peu à une lutte contre des moulins à vent, et je pense que on reviendra sur une recherche de qualité quand même, on peut l'espérer, mais peut-être pas en interdisant tout ce qui est produit en partie par des IA. À voir. Donc il n'y a pas de solution au miracle, mais ce POP, là, POP qui est mentionné dans cet article, la preuve de la personnalité, je ne sais pas si ça sera le terme vraiment en français qui sera conservé si le terme se répand, mais on verra bien.
ça répondrait à ces deux défis. Donc, l'authentification de compte via ce POP fournit une limitation du débit dans le sens, ça limiterait la création de comptes et tout, donc ça joue sur les attaques civiles qu'on a vues juste avant. Et même si on donnait nos informations pour créer des bots, ça serait vite détecté, ce qui fait que l'échelle serait assez limitée. Il n'y aurait pas facilement. Voilà, comme c'est dit là. Par exemple, la création de 1000 comptes de bots nécessiterait de trouver 1000 utilisateurs humains prêts à vérifier systématiquement leur authenticité. On est dans l'idée là où même il n'y aurait vraiment pas moyen de faire un bot, enfin plusieurs bots avec une même identité, mais il y aurait moyen peut-être de trouver des gens qui s'en fichent et qui seraient prêts à louer leur identité pour créer des bots ici ou là, mais ça serait quand même beaucoup de boulot, ça serait coûteux, donc ça limite quand même la prolifération. Il est plus difficile de faire la distinction entre le contenu créé par l'homme et celui généré par l'IA. Il est important, je vais zoomer un peu, il est important de noter que le contenu généré ou coécrit par l'IA n'est pas nécessairement indésirable, probablement le contraire en fait. Cela ne devient un problème que s'il est utilisé pour diffuser de la désinformation de manière crédible et à grande échelle. Ou, ou des productions artistiques, ou de divertissement, vraiment très très nulles, qui généreraient du bruit et qui rendraient... Déjà, il y a beaucoup de productions de divertissement et c'est pas toujours facile de trouver ce qui nous intéresse, mais avec les vagues qui sont sur le point, qui arrivent déjà, mais ça va s'amplifier. Ça va être compliqué de faire le tri, bien que bon, ça peut générer des nouveaux rôles de curateurs et de curatrices. Il y aura peut-être plus de gens dont le métier sera de bouffer tous ces contenus générés par des IA ou en 100% ou partiellement pour pouvoir rediffuser vers leur public ce qui leur semble digne d'intérêt, hein, bien sûr. Alors donc, enfin voilà, après c'est un peu l'idée de tout ça. Après avec des différentes couches d'identité digitale, la preuve de personnalité, en fait ça répond à la question êtes-vous humain et unique? Ce qui permet de se protéger des attaques civiles, etc., quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'intelligence n'est plus un point discriminant qui permet de savoir qui est humain ou pas. Enfin, en tout cas, on s'intéresse plus ouais, à l'intelligence, puisque les IA, sur plein de domaines, sont en train de devenir plus efficaces que nous. Donc, les CAPTCHA, ça sera bientôt fini, sans doute. Donc, maintenant, ça sera plus une vérification faite IRL, ou je sais pas, enfin, est-ce que ça passera par les empreintes biométriques ou... Enfin, bon, je n'ai pas du tout la réponse à cette question, et l'article non plus, je pense pas, mais en tout cas, voilà, c'est plus lié à l'intelligence, c'est juste est-ce que vous êtes un humain, une humaine, et basta. À cela s'ajoute la couche d'identification digitale, numérique. Est-ce que vous êtes qui vous prétendez être sur Internet? Donc ça, faut faire attention à ça pour se protéger des attaques, bien sûr, liées à l'usurpation d'identité. Et enfin, la vérification de l'identité numérique. La réponse, qui êtes-vous? Bon, je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Enfin, c'est un peu moins problématique que les deux autres couches, je pense. Mais enfin, en gros, il y a l'idée, une fois qu'on sait que vous êtes humain unique et qu'on sait que c'est bien vous avec qui on est en train de communiquer, eh bien à ce moment-là, on peut aller un peu plus loin et voir un peu quelles sont vos propositions, vos créations, etc. Lors de l'établissement d'un réseau mondial d'identité humaine authentique et unique, de nombreuses possibilités se présentent pour améliorer divers aspects de la société. Donc, ce système permettrait quoi, d'après l'auteur, hein? D'après l'auteur, d'ailleurs, hop là, je vais juste citer le nom, ça doit être tout en bas, on verra après. Redistribuer la richesse créée par les systèmes à l'ère de l'IA. À mesure que l'IA progresse, la répartition équitable de l'accès et d'une partie de la valeur créée par le biais de l'UBI jouera un rôle de plus en plus vital pour contrer la concentration du pouvoir économique. Pour s'assurer que chaque individu ne s'enregistre qu'une fois et pour garantir
une répartition équitable, un protocole global de preuve de la personnalité est nécessaire. Ok. Filtre anti-spam avancé. Alors ça, c'est vrai que ça va être un point critique. J'ai connu l'époque où les mails, les boîtes mail recevaient plein de spam qui n'étaient pas filtrés automatiquement, hein. C'était vraiment pénible le début des spams. Donc là maintenant, on se rend plus trop compte. C'est très bien géré, mais ça risque à nouveau se corser un petit peu. Mais avec un système de preuve de la personnalité efficace, on pourrait être tranquille. L'effet sur les systèmes de réputation est assez évident, donc ça permettrait de protéger les scores des votes abusifs en positif ou en négatif. Et pour la gouvernance, alors c'est vrai que ça pourrait permettre des prises de position collectives. Un vote numérique, je suis quand même très prudent, hein. Enfin, je suis pas fan de tout ce qui est vote informatisé. Mais bon, si c'est fait avec du code open source et des preuves de personnalité efficaces, pourquoi pas? Ça se discute, mais c'est pas à faire à la va-vite, ça c'est sûr. Pour l'authentification basée sur la biométrie, clairement, ce serait utile pour éviter les usurpations d'identité, etc. Répartition équitable des ressources rares. Alors, ça, de toute façon, d'une manière générale, on est sur un pan de problématiques gigantesques là. La répartition des ressources, les, les questions économiques globales liées à l'énergie ou ou bien l'écologie, toutes les questions écologiques sont quand même plein de facteurs qui vont quand même jouer un rôle dans la vie numérique aussi du futur, hein. Donc, mais là-dessus, bon, c'est pas en un paragraphe qu'on va tout résoudre, mais c'est des sujets sur lesquels il faudra revenir aussi, c'est certain. Et quant aux exigences, je vais passer très vite dessus. Bien sûr, ce genre de système devra permettre une bonne confidentialité. La souveraineté, c'est-à-dire que chaque utilisateur devra être maître de ses informations. Ça devrait être résistant à la fraude, évidemment. Rester inclusif et évolutif. Donc on est des milliards sur Terre, mais il faudrait que ça puisse marcher pour tout le monde, que personne ne soit laissé sur le carreau. Dans l'idéal, bien sûr, on a besoin aussi d'une décentralisation pour éviter que une ou deux grandes sociétés gèrent tout ça et détiennent un pouvoir beaucoup trop élevé. Et, euh, et la continuité, c'est que voilà, il faut que ça soit difficile à vendre ou à voler, mais facile à récupérer si jamais il y a eu un pépin, quoi. Ce qui n'est pas forcément facile. Là, en ce moment, j'ai été mis à la porte de Facebook temporairement parce que j'ai oublié mon mot de passe et que c'est pas forcément toujours simple de récupérer ça. Euh, mais bon, ça sera réglé tôt ou tard. Etc. Après, il y a des solutions un peu plus. Bon, des possibilités évoquées. Alors, est-ce qu'il faut passer par la biométrie, des systèmes de confiance, etc. Bon, je vais pas, je vais pas aller trop loin là-dedans. Mais tout ça pour dire que notre humanité, pour faire le lien un peu entre cet article-ci et celui dont je parlais avant, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'humain, on aura encore envie de créer quand les IA vont faire mieux que nous dans plein de domaines? Le lien est dans le sens que moi, je ne suis pas convaincu qu'on ait un supplément d'âme qui fasse que l'humanité soit juste mieux que que les ordinateurs. C'est discutable, hein. Je dis pas que je dis ni que c'est vrai ni que c'est faux, mais ça me semble pas couler de sens en tout cas. Je considère qu'on est des machines biologiques très complexes et très intéressantes avec des émotions liées à des hormones et tout que les ordinateurs n'ont pas. Mais bon, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est un humain en 2040? Je sais pas. C'est à réfléchir au niveau de l'art et de la création. C'est à réfléchir au niveau de notre identité numérique et pour éviter voilà, tout ce que dit cet article, hein. Et en mélangeant tout ça, ben, on va pouvoir réfléchir à notre avenir proche déjà. Ça va tellement vite que je viens de citer 2040, mais je suis déjà bien curieux de savoir ce que 2025 nous réserve. Et même
je dis ça et en fait, même 2023 et 2024 vont encore nous réserver leur lot de surprises, je suppose. Bon, êtes-vous amélioré? J'avais commencé là-dessus, cette petite nouvelle qui met en jeu ce chercheur d'emploi qui va être éconduit parce qu'il n'est pas amélioré par des machines ou des IA. Donc, je vous pose la question, êtes-vous en passe d'être amélioré? Êtes-vous alors vraiment, je ne suis pas en train de dire formez-vous à l'IA à fond et tout. Enfin, je, je veux juste qu'on se pose des questions et que collectivement, on essaie de réfléchir à tout ça, parce que je vois bien aussi que les gouvernements ne s'en occupent pas, alors que ça va avoir quand même des gros impacts au niveau économique, au niveau du marché de l'emploi, mais même au niveau psychologique et philosophique. Les impacts peuvent être très larges. Et souvent, les gouvernements ont des positions assez court-termistes sur ces sujets-là et se placent toujours en réaction et pas tellement en anticipation. Donc, c'est pas forcément rassurant. On verra ce que ça donne. Mais j'ai déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça sera le format habituel. Peut-être que j'essaierai parfois de faire plus court. On verra. Quoi qu'il en soit, ça me semblait intéressant de lancer la discussion sur ces sujets. On verra ce qui en ressort et je suis ouvert à toute proposition de discussion ou suggestions diverses et variées. Je vous dis à bientôt. Au revoir.